Les surprises des listes. Depuis hier soir 18h, les déclarations de candidature sont closes et on découvre précisément qui sera candidat. On va en parler tout de suite avec vous, Soisy Kemener, éditorialiste politique LCI, comme Patrice Duhamel, Marcelo au Parisien, Frédéric Dabi, évidemment directeur général opinion de l'IFOP, et nous sommes heureux d'accueillir Chloé Morin. Bonjour à vous, Chloé. Politologue, auteur de Quand il aura 20 ans, à ceux qui éteignent les lumières aux éditions Fayard. Jade, vous avez regardé d'abord donc ces listes et ce qui vous a frappé, c'est que il y a certaines personnalités qui retiennent l'attention. Pourquoi ? On va commencer par ces deux hommes, vous allez les voir. À gauche, Raphaël Arnaud, à droite, Ali Diouara. Ce sont deux candidats investis par la France Insoumise. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche précisément ? Pour le premier, d'être fiché S. Raphaël Arnaud est aujourd'hui candidat donc, dans la première circonscription du Vaucluse, et ce, en dépit de son profil particulièrement violent. Des sources policières parlent de lui comme d'un homme violent, auteur de nombreuses dégradations publiques et de menaces de mort. C'est le mouvement en fait qu'il a créé qui sème le trouble. On voit le nom du mouvement La Jeune Garde. C'est un groupe antifa. Manuel Bompard, en bon chevalier de la France Insoumise, a défendu cette candidature, évoquant le fait qu'être fiché S n'était pas une sanction et n'empêchait pas de se présenter. En tout cas, ça n'a pas freiné la France Insoumise pour le parachuter à Avignon. Une machine à perdre, pour reprendre les termes de la maire PS d'Avignon, qui craint l'effet repoussoir d'une candidature de cette sorte. Le second, dans la même lignée, Ali Diouara, investi en Seine-Saint-Denis par la France Insoumise à la place de Raquel Garrido. Alors lui, il suffit d'aller sur son compte Twitter pour prendre le pouls, pour comprendre un petit peu ses positions. Il est truffé de références aux Juifs. Il parle de Raphaël Glucksmann comme d'un sioniste de la droite libérale. Il n'hésite pas à s'en prendre avec force aux autres partis de gauche, d'Olivier Faure à François Hollande. Mais sa véritable obsession semble très clairement être la couleur de peau. Il l'a développé de façon totalement décomplexée, une sorte de racisme anti-blanc. En avril dernier, par exemple, il reprochait à Bruno Retailleau son soutien à, je cite, un couple de blancs et bourgeois, en référence à François Fillon et sa femme. Un an avant, on vous a retrouvé des tweets, il dit « Salut les blancs, dites, on vous dérange pas trop dans ce remake de la conférence de Berlin ». Un mois avant, Ali Diouara avait fustigé tous ces blancs qui décident, je cite, où et comment vont vivre les gueux. La question de la couleur de peau, vous le voyez, semble véritablement tourner à l'obsession. Beaucoup moins clivant, mais alors plus déroutant, on va dire. Une candidature apporte de la confusion, vous dites ? La candidature de François-Xavier Bellamy, vous l'avez connu en campagne pour les européennes, et bien désormais il se lance en campagne pour les législatives. Il est officiellement candidat, mais comme suppléant donc d'Arnaud Poulain dans les Yvelines, ce qui veut dire qu'en cas d'impossibilité pour Arnaud Poulain d'assurer ses fonctions, c'est François-Xavier Bellamy qui prendrait le relais. Quid de son poste au Parlement européen pour lequel, je vous rappelle, il vient d'être élu. Réponse: je n'ai aucune intention d'abandonner l'engagement que je viens de prendre devant les électeurs au Parlement européen. Du côté du RN, alors moins de surprises, mais des engagements quand même assez clairs de la société civile pour le Rassemblement national. Deux exemples: Jérôme Sainte-Marie à gauche sur cette image et Guillaume Bigot à droite. Jérôme Sainte-Marie, son visage vous dit probablement quelque chose. C'est un sondeur et politologue qui a été parachuté en politique dans la première circonscription des Hautes-Alpes par le Rassemblement national. Et Guillaume Bigot, chroniqueur notamment sur CNews, devenu candidat au Rassemblement national. Alors quand je vous dis parachuté, je pèse mes mots parce que ces deux hommes n'ont absolument aucun ancrage avec les territoires qu'ils vont représenter. Et puis je termine avec cette surprise, bien sûr, François Hollande, candidat en Corrèze sous la bannière du nouveau Front populaire. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, dit-il. Il devra composer avec celui qui incarne aussi le Front populaire, à savoir Philippe Poutou. C'est suffisamment cocasse pour qu'on s'y arrête une demi-seconde. Philippe Poutou a été investi par la France Insoumise pour être candidat dans l'Aude. François Hollande va donc devoir faire campagne sous la même bannière que celui dont il a appelé quasiment tout le long de sa carrière à se méfier. L'ancien président a à plusieurs reprises mis en garde contre le discours particulièrement virulent de cet homme, visé, je vous le rappelle, par une enquête pour apologie du terrorisme. Une investiture qui fait donc grincer des dents à gauche comme à droite. Voilà, alors tout ne se vaut pas. On a les deux candidats que vous avez cités au début, qui eux sont border, comme on dit en bon français, en raison de leur parcours de violence ou de racisme présumé. Et puis il y a ces arrangements, voilà, avec la réalité. Par exemple, François Hollande. On aurait pu citer aussi Aurélien Rousseau, ministre d'Emmanuel Macron, qui a porté, directeur de cabinet aussi,
qui a porté une partie de la réforme des retraites et qui maintenant, avec la gauche, va contester, ou plutôt dire il faut abroger cette réforme des retraites. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'était le bandeau de tout à l'heure, c'est une grande confusion. Si on se met à la place des électeurs LR, ils sont complètement perdus. Alors, on va venir après sur les étiquettes. Mais déjà, ces personnalités qui émergent, quelle est celle qui retient votre attention, peut-être ? Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous venez de citer, c'est-à-dire Aurélien Rousseau. La question, en fait, de ces législatives, c'est ce que commence à espérer la gauche, et c'est ce que dit finalement le RN en disant qu'ils ont remplacé la droite. C'est est-ce qu'on va assister à un retour du clivage droite-gauche et à un effacement du macronisme ? Est-ce que le macronisme était une parenthèse, comme certains l'ont dit, dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, en disant c'est une parenthèse, ça va durer 5 ans et puis on passera à autre chose. Ça n'a pas été le cas en 2022, il a été largement réélu, Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'il y a toujours une aspiration de la part d'une certaine droite, on peut dire aujourd'hui, et de la gauche à refermer cette parenthèse. Donc il y a cette question-là, et Aurélien Rousseau dit, lui, c'est fini, il quitte le macronisme et il revient à la gauche. Il a un passé communiste, quand il était, à l'époque où il était oui, bien sûr. Alors il y a ça, il y a cet aller-retour. François Hollande, est-ce que les Français vont être déconcertés, ou est-ce qu'ils disent, à gauche, on est plutôt content d'avoir un porte-drapeau, ancien président, et tant pis pour les incohérences. Alors, dans les enquêtes d'opinion, c'est la première personnalité préférée à gauche, Jean-François Hollande. Depuis maintenant des mois. Ça c'était avant. Oui. Le paradoxe, c'est qu'il n'était pas dans l'équation politique à gauche. C'est-à-dire qu'il avait une bonne cote, mais personne ne l'attendait. Au contraire, les gens lui fermaient plutôt la porte. Et si vous vous souvenez de la campagne de Raphaël Glucksmann, ça paraît maintenant la préhistoire, mais il a bien fait en sorte de ne jamais faire campagne avec lui, alors même qu'il avait fait campagne avec d'autres éléphants. Il a fini sa campagne à Lille, par exemple, avec Martine Aubry. Donc il y a un côté un petit peu... C'est un personnage qui continuait à jouer un rôle, qui tente... On le sait, il attend la petite fenêtre de j'ai envie de dire plutôt le trou de souris pour revenir, tout le monde le sait, mais personne dans son camp ne l'attend. Là, les conditions historiques font qu'il se dit je peux y aller et je peux justifier mon retour en raison de la gravité du moment. Et dans cette grande confusion qu'est la classe politique en ce moment, où les choses se recomposent, où tout ça a été fait à toute vitesse, il se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Alors, il est très critiqué par un certain nombre de ses anciens très proches, Manuel Valls, qui a été son Premier ministre quand même pendant 2 ans et demi, est très, très critique, et notamment sur ce plateau face à la décision de François Hollande. Il joue quelque chose qui me paraît, moi, totalement respectable, c'est-à-dire il considère que, notamment... prenons 2 hypothèses, majorité absolue au Rassemblement national ou une assemblée ingouvernable, peut-être que Frédéric est plus à même de l'évoquer dès aujourd'hui. Il considère que ça se jouera plus à l'Assemblée qu'ailleurs, qu'on va rentrer dans un régime peut-être à dominante parlementaire, et que là, compte tenu de son statut d'ancien président, c'est un très bon orateur, qu'il pourra peser pour constituer et renforcer un pôle social-démocrate à l'intérieur du Palais Bourbon. Est-ce que ça existe, un ancien président qui redevient député? Giscard l'a fait. Qui avait été conseiller général d'abord. C'est ça, et qui est revenu, mais vraiment par l'Auvergne. Il a été conseiller général, puis il a été député, puis il a été tête de liste pour ils sont pas très nombreux. Et l'UDF en 89. Le pari de François Hollande, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que s'il est à la tête du groupe, un groupe parlementaire puissant... À la tête, je ne pense pas qu'on le laissera prendre la tête du groupe. Je ne sais pas, mais ses relations avec Olivier Faure sont exécrables. Donc il sera un député parmi d'autres. Oui, mais c'est pas grave, parce que dans cette assemblée, vous pouvez par les joutes oratoires, par vos prises de position, par vos grands discours, exploser. On en a plein. Pourquoi faire ? Parce qu'on sait bien que quand on a été président... Aujourd'hui, on a 3 blocs, mais si le bloc de gauche venait à exploser... Il veut être Premier ministre ou pas ? Mais non, à mon avis, c'est 2027. Il veut être représident. Depuis sa défaite, mais en fait, il ne s'est pas représenté, mais depuis 2017, il n'a de cesse de chercher le bon moment pour revenir. Là, l'équation politique, c'est une union de la gauche qui peut, parce qu'elle va très à gauche, à un moment se retirer sa composante LFiste et devoir se recentrer avec une partie de la Macronie qui se détacherait. Et à ce moment-là, il peut imaginer être le centre de ce conglomérat.
Oui, mais en politique, souvenez-vous qu'il avait fait 3% dans les sondages et qu'il y était allé. Emmanuel Macron, qui eût dit qu'il se présenterait, etc. Donc l'histoire politique est truffée de ce genre de trajectoire. C'est pas un mystère que depuis quelque temps, François Hollande cherchait le moyen de revenir. Il disait qu'il voulait revenir aux gens qu'il rencontrait. Donc ça, c'était pas un mystère du tout. Là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron lui sert sur un plateau les circonstances idéales. C'est la France est en danger, je reviens. Et il a une revanche à prendre, évidemment, sur Emmanuel Macron, mais il a une revanche à prendre sur son propre parti. Il est détesté par un certain nombre des socialistes, alors je ne parle même pas des insoumis, mais des socialistes qui considèrent que son quinquennat est un boulet qu'ils sont obligés de traîner depuis 7 ans. Et donc, ils n'ont toujours pas fini de solder les comptes des trahisons, la déchéance de nationalité, la loi travail, etc. C'est des choses que les électeurs citent encore aux socialistes. Et donc il a une revanche à prendre sur son propre appareil qui ne l'aurait, à mon avis, jamais investi. Donc il les a mis devant le fait accompli. C'est ça qui est quand même... C'est là qu'on voit que quand même on est face à un animal politique incroyable. Et juste pour puisqu'on est sur les cadors de la gauche, j'écoutais ce matin Lionel Jospin, qui était sur France Inter, et j'étais assez surprise qu'il parle comme si la gauche cette gauche-là ne pouvait pas gouverner. C'est-à-dire, il parle de le nouveau Front populaire. Ouais. Il parle de môle de résistance. Donc résistance, c'est quand on est plutôt en minorité. Et quand on lui demande, cette gauche-là quand même, est-ce qu'elle va arriver à gouverner parce que vous avez tenu les comptes, vous avez été responsable. Il laisse entendre, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris de l'interview, que on pourra amender le programme si jamais en fonction des circonstances. Donc j'ai un peu l'impression qu'une partie des leaders de la gauche ne croient absolument pas qu'ils vont arriver au pouvoir, et notamment les socialistes, ce qui expliquerait pourquoi ils ont accepté des mesures qui sont un reniement de ce qu'ils font depuis, de tout ce qu'ils ont fait au pouvoir.